corruptibles. Nous avons abandonné les véritables vertus de droiture, les véritables vertus de vérité, de paix, d'amour du prochain. J'ai vécu dans les quartiers où il y avait toutes sortes d'ethnies. Il n'y avait pas l'enfant d'un tel ou un tel. Je me souviens, en 85, 86, quand j'ai perdu mon petit frère qui venait après moi. Mais toutes les mamans du quartier venaient dormir avec ma mère au salon. Aujourd'hui, ma mère ne touchait pas les marmites pendant 3 mois. C'est les mamans du quartier. C'était amené à manger. D'autres venaient nettoyer la maison. On nous apprêtait pour aller à l'école. Laver les habits. Où est passée cette solidarité? Pourtant, c'est dans nos adages, nous disons que quand un homme va à la chasse, quand il amène le gibier, il partage tout le village. Mais regarde même l'église quand il prie. Ce n'est plus la prière communautaire que nous avons connue avec Matthieu 6, 9. La prière de notre Père qui est aux cieux. Donne-nous tous notre pain de ce jour. C'est maintenant, Seigneur, bénis mes enfants. Bénis, ouvre une porte pour mon mari. Chacune affaire maintenant d'individualisme. Voilà. Ils ne grandissent pas, ils n'obtiennent pas parce que aujourd'hui, ce n'est plus. Ils sont maintenant comme Ananias et Zéphira. Ananias et Zéphira. Nous sommes pas dans l'occidentalisation, mais nous sommes comment on appelle ça, un peuple qui a toujours su l'hospitalité et le partage et la solidarité. On a abandonné ces valeurs-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun maintenant se débrouille. Il y a un homme de Dieu sud-africain, je vais terminer avec ça, qui était arrivé d'Aza. Je ne sais pas s'il vit encore. Et il disait, une petite réunion, il disait, quand tu rentres dans une église, si tu repères un riche dans l'église, assieds-toi, va écouter la prière du riche. Et de temps en temps, va écouter la prière du pauvre. Le pauvre, il est trop plaintif. Et le riche, lui, il est là pour des choses concrètes. Et il faut faire attention parce que ce que tu écoutes, ta foi se fonde par rapport à ce que tu écoutes. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut faire attention de ne pas tout écouter. Nous avons un message qui sort de l'enfer, qui est prêché au Gabon dans les églises, et même aujourd'hui dans nos temples de Bouti. Il y en a combien de temples? Mais qui a combattu les temples de Bouti dans ce pays? Mais c'est les églises qui ont forcé l'État à fermer parce que ils étaient beaucoup plus favorables du fait que eux, ils sont une grande communauté. Le bétail électoral est trouvé aujourd'hui dans l'église. Tous les pasteurs deviennent des hommes politiques. Alors qu'on doit pouvoir faire cette différence entre les hommes politiques. Ils disent oui, maintenant là, dans son côté citoyen, non. Ou tu sers Dieu, ou tu fais de la politique. Ça ne t'enlève pas ta citoyenneté ou ton côté, ton civisme. Quand tu vas voter, mais tu ne peux pas, en tant que pasteur, donner une orientation de vote. Nous vivons dans des pays sérieux. Est-ce que nous voyons des gens? Barack Obama a voulu nous montrer, machin, mais tu as vu comment ça a terminé avec son pasteur? On était tous là. Mais nous avons des pasteurs qui allaient, quand Ali Bongo a tiré sur les gens au QG, qui sont allés, même au fameux dialogue que Oligui a organisé l'année dernière, avant-hier, là. Mais ce n'est pas un pasteur là qui était porte-parole de, comment on appelle ça, du dialogue national inclusif, qui est sorti, qui nous a sorti un message pour dire que non, on devrait voter Oligui et faire passer toutes les lois parce que c'est l'homme providentiel et que Dieu le a montré. Bon, mon frère, toi tu as prié Jésus, il t'a montré. Maintenant, le traditionnaliste a prié son truc. Voilà dans un pays où on rentre dans une confusion totale. Pourquoi? Parce que chacun veut s'asseoir pour avoir qui doit avoir plus d'argent. À chaque élection, il faut voir comment ces gens-là se battent à l'entrée de la présidence. Parce que quand ils reçoivent d'abord les traditionnalistes, on donne l'enveloppe. Quand on reçoit les chrétiens, on donne l'enveloppe. Tu as certains grands pasteurs, d'après eux, les Francis Maniga, qui estiment que eux, ils ont des grandes congrégations. Donc si M. Oligui, sur les 300 pasteurs qui sont là, a donné 200 millions, il estime que lui, il doit avoir 50 millions à lui seul. Et ça se passe souvent très mal.
Les rancœurs et les rancunes que nous voyons aujourd'hui entre pasteurs, ils ne s'entendent pas, ils ne se disent pas bonjour. Les gens qui prient le même Dieu, qui ont le même Saint-Esprit, qui utilisent la même Bible, ils ne se parlent pas. Vient du fait de quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est l'argent. Et on va parler de quoi? Aujourd'hui, on voit Elon Abesolo sortir pour dire que non, c'est un usurpateur de titres, ils n'ont pas d'association, ainsi de suite. Voilà les hommes de tradition qui font de la tradition, qui sont en train de se battre. Parce qu'un Dondon arrivé, il a dit qu'il est le président de tous les Nganga du Gabon. Il y a une partie des Nganga qui disent que non, lui là, il ne peut pas nous conduire. Ce n'est qu'un bandit, il vient de commencer seulement dans le truc. Et ça cause des guerres. Et vous pensez qu'à partir de ce moment, machin. Et puis il y a une troisième chose, et là je vais chuter avec. Regardez un peu. Comment au Gabon, où il y a un royaume Mpongwe, il peut y avoir un royaume, comment on appelle ça? Il y a un roi Bamoun, il y a un roi Ibo dans le même pays. Imaginez-vous un peu que le roi Mpongwe puisse, on puisse aller introduire un roi Mpongwe en Angleterre ou là au Maroc, où il y a déjà un roi. Un roi, c'est déjà quoi? Une terre. Comment un roi étranger peut avoir une terre dans notre pays? Et les Mpongwe ont accepté ça. Il y a un roi Mpongwe, il y a un roi Ibo, il y a un roi Bamoun. Ils sont là à Libreville, ils exercent leur royauté dans un pays étranger. Mais non, ça ne dérange absolument personne, ça ne dérange absolument personne. C'est sérieux ça? Mais il y a un roi Mpongwe, il y a un roi Bamoun, il y a 2 ou 3 ans, ils ont introduit un roi Ibo au Gabon. Et vous voulez nous parler de quoi? De quelle tradition? Quelle tradition? Voilà, le pays s'est gâté. On est dans une déchéance. Pourquoi? Mais tout cela, c'est de l'argent. C'est l'argent, mon frère. La corruption. C'est la corruption. Toi, tu penses qu'on peut mettre un archevêque ici en France, un Gabonais? Impossible. On va toujours choisir un Français de souche. Pas un Français comme ils appellent ça, un Français de papier. Nous avons un véritable problème dans notre pays. C'est pas seulement un problème, comme eux-mêmes ils disent que c'est pas seulement un problème politique, c'est un problème spirituel. Mais ils savent pourquoi ils disent ça. Parce qu'ils sont les premiers à brader la spiritualité au Gabon. À partir du moment où vous acceptez qu'un autre royaume puisse s'installer, avoir leur royauté et leur palais au Gabon, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on aille où? On peut aller nulle part avec ça. Le grand, il m'a écrit un peu en commentaire. Je t'ai mis Modo au cas où je m'endors. Tu pourras faire monter les gens. Merci, Bruno. Je peux parler, s'il vous plaît. Il est quelle heure chez toi, Dana, pour que tu ailles dormir? 23h. Ah, Dana, tu me fais rester jusqu'à 5 heures, toi tu veux dormir à 23h. Le grand, il m'a écrit un peu. Je veux voir si tu es Modo. Oui, 3%. Bonjour à tous. Bonjour, tu as bien dormi, non? Oh, bonjour à tous. Dana, comment moi je connais pas les histoires de Modo là, j'ai jamais. Non, écris. Maman, si t'as pas, je te taquine. Oui. Comment on devient Modo? Comment on fait monter les gens? Non, écris seulement. J'écris. Écris juste un commentaire. Je veux voir si tu es Modo. Voilà, tu es Modo. Quand quelqu'un va vouloir monter, tu vas voir un truc qui va se dessiner rouge. Ça va faire +1. Tu vas cliquer dessus. On va te proposer à ajouter ou bien pas. Ah, d'accord. Merci, Mamacita. Bonjour à tous. Moi, je vais dormir, il est 5 heures. Il est 5 heures. Tata, c'est ton abonné Facebook. Là, je t'avais écrit la dernière fois là-bas sur Facebook. Ton abonné depuis plusieurs années là. Sur Facebook. Tu sais combien de mes abonnés m'écrivent tous les jours par Oui, je vais encore t'écrire. Tu vas capter. Je vais encore t'écrire. Moi, je suis montée pour réagir au propos de Monsieur Révélation, qui, c'est pas la première fois que je l'entends parler de la communauté Mpongwe. Moi-même, je suis Mpongwe 100%. Et je suis très, 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 très déçue de ma communauté. J'en ai parlé avec un ressortissant, donc aussi un de mes frères tout à l'heure, qui m'a dit, oh, tu veux que la communauté fasse quoi? Mais ce n'est pas sérieux. Parce qu'il y a quelques semaines, là, à peine, là, quelques semaines, les Mpongwe se sont réunis, les Mpongwe avec les Sekiani, les Akele, on les appelle les Benga et les Akele, pour revendiquer le fait que nous soyons autochtones
de cette région-là du Gabon, par rapport à non, je ne connais pas son nom là. On s'est levé c'était un gros communiqué dans l'Union et tout, c'était de grosses réunions et tout pour s'offusquer de ce qui se passait. Mais là, mine de rien, les Mpongwe ne s'offusquent pas. Quand même, moi je suis fatiguée d'entendre ces histoires, on tche Mpongwe, on tche Iazo. C'est chez nous, mais on ne fait rien. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des Gabonais qui dorment à la belle étoile? Et les Mpongwe sont là assis, ne disent rien, même pas un communiqué de soutien envers ces familles-là, même pas une réunion, rien, on ne dit rien. Mais lorsqu'on va aller sur le plan spirituel et tout, on va revendiquer que nous connaissons. Est-ce que vous savez que dans les jours à venir, là, d'ici la fin du mois, il y aura une grande marche, la Evan Dagane. Je ne maîtrise pas le sens de la marche, je ne maîtrise pas ça. Mais il y aura un gros truc là, les Mpongwe sont en train de s'apprêter à faire quelque chose là. S'apprête là à faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour remercier, féliciter Oligui ou si c'est pour laver la ville, un truc comme ça. En tout cas, à l'honneur d'Oligui. Pendant qu'il y a des Gabonais, vous allez voir ça. La communication a commencé. Peut-être que vous verrez dans les jours à venir. Restez tranquille. Et que vous êtes en train d'attirer le malheur sur votre village. Ça va vous parvenir. Est-ce que vous vous rendez compte que les Gabonais sont en train de dormir à la belle? Et c'est même pas dans les terres, loin là-bas. On parle là, c'est au Lamba. Tout ça, c'est au Lamba. On est là. C'est notre village, tout ça. Les Mpongwe ne se manifestent pas. Je suis outrée. Donc, les Mpongwe ne protègent même pas les étrangers dans leur village. Les Mpongwe ne protègent même pas les Mpongwe dans leur propre village, avant même les étrangers. On ne se protège même pas nous-mêmes. Et je reviens sur quelque chose. Mais c'est la corruption. Vous parlez de royaume. Vous parlez de royaume, monsieur Révélation. Est-ce que vous savez que chez les Mpongwe, on ne s'entend, même, on appelle ça les Aga, au pluriel. On a 2 chefs. Ça fait plusieurs années. Les Mpongwe ont 2 chefs. J'ai vu que vous vous battiez à cause des villas, des chefferies là. Même la chefferie, on n'arrive pas à désigner un chef. On n'arrive pas à désigner un chef. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom. L'autre est là-bas, oh, c'est moi qui ai pas les reliques, tout ce qu'il faut pour, c'est moi qui gouverne avec tout ce qui est relique ou je ne sais pas quoi. L'autre est là-bas, oh, c'est moi qui suis. On ne sait pas. C'est-à-dire que même dans la spiritualité, même en termes de spiritualité, on ne s'entend pas parce que la spiritualité ne ment pas. Donc en ce moment, vous avez 2 royaumes là, quoi. Mais depuis plusieurs années, depuis quelques années maintenant. Ça remonte peut-être même à 2019. Ça fait peut-être maintenant 6 ans. Le dernier vrai chef qu'on a eu, qui quand même, et moi je pense que ça relève maintenant, il faut se poser la question un peu de la place de notre culture, de nos chefferies, dans l'ordre hiérarchique au niveau même de l'État, au niveau de l'Assemblée nationale. Que valent encore nos chefferies? Que vaut encore nos chefs? Que vaut encore notre culture? Parce que la culture ne peut pas se résumer seulement aux simples initiations. La culture ne peut pas seulement se résumer à donner la bénédiction. Quand vous parlez, Ali Bongo vient, les Mpongwe vous le reçoivent. Oligui vient, les Mpongwe le reçoivent. Oh, Ping vient, on le reçoit. Mais ça ne peut pas se résumer à ça. Ça ne peut pas se résumer à ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller au bout des choses. C'est infernal. On ne peut pas on est là. Goncheiazo. Allez sur Facebook, allez sur TikTok. Combien de pages? Goncheiazo, Mpongwe. Ça se résume à ça? Là, on va rentrer en saison sèche. On verra encore nos femmes. On nous verra encore, je ne m'excuse pas, on nous verra encore avec les draps blancs. Mais ça vaut quoi après? Ça vaut quoi après? Il y a quoi? Il y a rien. Même en termes de spiritualité. Qui est notre chef? Qui nous gouverne? Oligui arrive et il joue sur les 2 tableaux. Il reçoit l'un, il reçoit l'autre. Il parle des 2 côtés. Et au milieu, on entend seulement les histoires de 50 millions, 100 millions. Mais non! Le dernier chef qu'on a eu encore, j'entends des histoires, j'étais peut-être né, mais j'étais peut-être bébé ou je ne sais pas, c'est le chef Mbaye qui parlait encore à Bongo. Et Bongo lui-même encore, le père Omar, il était encore, il respectait encore ça. Il respectait les chefferies. Il respectait le chef Mpongwe à l'époque, le père Mbaye. Encore. Mais depuis le décès d'Omar, tous ceux qui sont venus là, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à nos chefferies? Rien. On leur a craché dessus. J'étais sur le live de Princesse de Souba tout à l'heure dans la journée, donc hier déjà, sur lequel on appelait les communautés religieuses. Mais il n'y a pas que les communautés religieuses. Il n'y a pas que les communautés religieuses. Ça se passe où? Ça se passe sur un territoire.
N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, les Mpongwe sont sortis, chefferie Mpongwe. C'était dans l'Union grand. C'était dans l'Union grand. J'ai vu un groupe de Mpongwe, là, je ne veux pas le nommer, je ne veux pas le nommer. Ils ont fait une sortie lorsque le rat de Beyrouth a parlé de Madame Akoli Ayo. Ils ont fait une petite sortie, là, pour appeler au scandale. Mais aucun membre de la communauté Mpongwe ne se lève pour dire que ce qui se passe là n'est pas normal. Pour s'offusquer de la situation, juste s'offusquer de la situation. C'est dommage que mon frère Bois Soleil descende lorsque moi je monte. C'est dommage. On est là, on attend seulement, on attend. Quand un petit, ou je sais même pas comment je dois le qualifier, Ndong ou Nang, je connais pas son nom. Lorsqu'il voudra encore faire cette connerie, là toute la communauté se lèvera. Comme un seul homme pour crier, pour décrier ce qui se passe, pour crier au scandale. Mais les Gabonais sont... Excuse-moi, ma soeur. Oui, allez-y. Oui. Mais votre fille, votre fille. Oui, mais pourquoi vous êtes en guerre comme ça? C'est quand même pas responsable. C'est pas quand même. Mais Monsieur Révélation, ce qui se passe à l'échelle nationale, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale. Ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années au Gabon? Qu'est-ce qui se passe à l'échelle nationale depuis plusieurs années au Gabon? Mais c'est ce qui se passe au niveau maintenant de notre communauté. C'est la même chose. Celui qui a le pouvoir estime qu'il a tous les droits. Celui qui a un peu de pouvoir, il estime qu'il a tous les droits et qu'il peut marcher sur les autres, qu'il peut corrompre. On entend des histoires ici et là, vrai ou faux, je n'en sais pas. Je ne sais pas. Vous qui êtes les garants de la tradition. Ah, quel garant? On entend les histoires, on fait rentrer les femmes ou les hommes dans les Iwenga, des Djembe et tout. Vous avez quand même la sainteté et tout le reste. Moi, je comprends pas comment vous pouvez être aussi corruptible comme ça, là. Quand même, parce que le corrupteur, il peut être freiné. C'est-à-dire que une dame, on te croise en route, bonjour madame, oui, mais écoutez, je veux coucher avec vous, je vous donne 100 000. Si vous acceptez, c'est que vous êtes corruptible. Si vous dites non, ça prouve que vous avez des valeurs que vous mettez en avant. Donc, vous avez, en tant que communauté traditionnelle, mis les vertus et les valeurs derrière vous, au détriment de la facilité, de l'argent, je ne sais pas. Hein. Mais c'est comme, je me répète, c'est comme à l'échelle nationale. On a vendu un état de droit. On vend notre état de droit. On a vendu la démocratie au nom de l'argent. Lorsque vous avez des pères de famille et tout. En tant que traditionnaliste, moi d'abord même en tant que... Moi je suis un objecteur de conscience et je fais de la politique. Déjà, le système de gouvernance qu'on appelle politique, démocratie, je ne crois pas en cela. Je démontrais les failles déjà à plusieurs de mes lives de ce système. Et actuellement en France, nous voyons bien que la démocratie n'est pas l'apanage de gouvernance, puisque actuellement nous avons des premiers ministres qui sont illégitimes et illégaux. Donc je ne comprends pas pourquoi dans nos traditions africaines et tout le reste, il devrait avoir de la démocratie, alors que au corps de garde, ce n'est pas le système démocratique qui a été toujours mis en avant. On a d'autres valeurs, d'autres critères de gestion du peuple et des populations, du vivre ensemble que nous avons mis en avant. Le mode de gouvernance chez nous n'a jamais été la démocratie. La démocratie, c'est quoi? S'il faut aller puiser dans les fondements même de cette définition-là. Nous, on n'a jamais été... La démocratie n'est pas adaptée à la culture africaine. Parce qu'on a toujours fonctionné avec les chefferies, comme les Pongwe. Mais aujourd'hui, comme les Pongwe, la sœur le révèle, il y a trop de corruption dedans. Et c'est la démocratie qui apporte ça. Cette corruption-là à l'intérieur des rites et cultures au Gabon. La démocratie, c'est celui qui a l'argent qui dirige. C'est plus le chef, même le plus petit qui est maintenant fortuné, celui qui vient parler devant les sages. On a toujours évolué par les sages. C'est qui a toujours pesé. C'est lui. On sait tout ça. Et l'arbre à palabre, régler les conflits, écouter les sages, la justice du village, c'était tranché par les sages. Et 2-3 notaires du village. Est-ce que c'est un modèle qui nous ressemble? Il faut se poser aussi cette question-là. Ça ne nous correspond pas du tout.
C'est aujourd'hui les Français qui viennent prôner la démocratie. Mais combien, là, on parle de rien qu'en Europe, il y a combien de pays démocratiques? Il y a combien, si ce n'est que la France elle-même? L'Espagne, c'est un roi. Belgique, c'est un roi. En Allemagne, c'est un premier ministre. Angleterre, c'est roi. Italie, là-bas, il y a 12 monarchies en Europe, 12. Il y a 12 monarchies. C'est Oui, ça le sur les problème. 25 pays. Et qu'est-ce qu'on vient nous parler de la démocratie? Dans les autres pays du monde, on ne parle même pas, c'est pas de démocratie, excusez-moi, les États-Unis seulement peut-être. Au Canada, où il y a le grand Bruno, c'est le premier ministre. Il n'y a pas de démocratie ici, oh, pardon. Quand les républicains Ça, il n'y a bloquent. pas la démocratie, parce que le système de vote, on nous parle des grands électeurs, ça n'a rien à voir. Donc, à un moment donné, il faut d'abord qu'on repense à nos valeurs. Quel est notre mode, quel est notre modèle qui nous correspond? S'il faut parler politique, parce que la politique, là, on connaît ça que depuis hier. Nous, on ne faisait pas la politique. La politique, c'est le menteur. C'est mentir. On sait tout ça. C'est quoi qui nous correspond aujourd'hui? C'est ça. Nous avons la grâce d'avoir notre sœur qui est là, qui peut peut-être nous expliquer un peu dans la tradition purement quelles sont les valeurs qui sont mises en avant pour le vivre ensemble, déjà dans le plan communautaire. Et en dehors du plan communautaire, quels sont les mécanismes on va dire peut-être politiques, puisque c'est des chefferies, qui sont mises en place. Aujourd'hui, on a même des cimetières, comment on appelle ça, au charbonnage, à ce cimetière, quoi, là même. Michogo, Mais solo. Voilà. Donc, je ne comprends pas, c'est quoi les valeurs qui caractérisent une communauté traditionnelle, ma soeur? Non. Moi, je ne maîtrise plus tout ça. Je navigue en solitaire. Je maîtrise plus ça. La communauté m'a trop déçu. Donc, vraiment, je ne saurais répondre à votre question. Je ne peux pas. Les premières valeurs sont les rites d'abord. C'est d'abord les rites. C'est respecter les rites. Tu sais, à un moment, moi, je ne suis pas très vieux. Je ne suis pas très à fond dedans. Je sais que à Libreville, dans les années 80-90, c'était une coutume. Je pèse bien les mots. C'était une coutume le mercredi et le vendredi au Couilly. C'était une coutume dans les rites traditionnels. Ce qui fait, comme Relation disait tout à l'heure, que qui a combattu les bouitistes, etc., ce sont les hommes de l'église, tout ça. C'est parce que justement, l'ongozé, c'est dansé tous les vendredis. Tous les samedis, pardon, autant pour moi. L'ongozé, c'est tous les vendredis au Banja. Et les fidèles ne pouvaient pas aller, après le bouiti, ils ne pouvaient pas aller à l'église le lendemain. Parce que les veillées nocturnes, ça finit toujours entre 4h, 5h du matin. On avait nos coutumes. C'est ça, en fait, nos coutumes. Et c'était comme ça. Il n'y avait rien qui avait changé. C'était comme ça qu'on évoluait. Moi, je me rappelle, il y a mon grand qui est là. Le daron, il avait aussi ses coutumes que tous les vendredis, il prend sa voiture, il va à Lambaréné. Il revient le dimanche. Oui, effectivement. Toutes les semaines. C'était dans les coutumes et il avait toujours cet attrait avec la partie village. Donc, on avait nos coutumes, on avait nos façons de faire, nos us et coutumes, et et tout ça là a été perverti. Ça a été perverti parce qu'on voyait qu'on était beaucoup plus fort dans nos coutumes et que la politique, en fait, quand on voulait nous imposer, on ne calculait pas ça. On ne calculait pas du tout ça. Et ça, c'est une histoire qui s'est dégradée là à partir des années 90. Hein? Oui. C'est dans les années 90 que tout s'est dégradé. Donc, il faut qu'on aille bien fouiller. C'est encore récent, c'est tout frais. C'est très récent, oui. Parce que moi, je suis de 86. Je dis, attendez, à un moment donné, si j'ai vécu des choses et que je me rappelle de certaines choses, ma maman qui est de Lambaréné, comment on appelle ça? Quand on allait à Lambaréné, plusieurs fois les tontons voulaient nous attraper pour nous initier. On fuyait. On fuyait. On dit que barré, comment on va nous initier? On se cache. Mais c'était une obligation qu'on aille à Lambaréné. Quasiment régulièrement, en fait. Et aujourd'hui, non, comme tu as dit, à cause des choses des églises, aller au village, c'est la sorcellerie.
On va manger l'esprit de ton enfant, on va ouvrir la tête de ton enfant, on va ouvrir ceci, de cela. Mais il y On a avait perdu tout aussi, ça. André, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à laisser, par exemple, toute une journée, leurs enfants avec le grand-père et la grand-mère. C'est clair. On est dans des suspicions. Nous qui avons grandi, moi j'ai perdu mon papa, j'avais 8 ans, mais notre oncle, il s'est chargé, le grand frère de mon père, de ma mère, s'est chargé à nous donner quelques bases. Donc chacun allait faire 2-3 ans là-bas, chacun allait faire 2-3 ans là-bas. J'ai grandi avec ça. Mais aujourd'hui, combien de parents peuvent envoyer encore le neveu chez les oncles? Dès que tu as une belle voiture, tu es un peu bien habillé, à Libreville, tu as un peu d'argent, tu te dis, je peux me prendre un petit gardien, ainsi de suite. Ah, lui là, hein, il est franc-maçon. Ah, lui là, il est déjà dans les trucs. Moi-même, j'ai été victime de ça. Et tu vas faire comment? Ou quelqu'un vient en même temps te voir parce qu'il a des problèmes d'argent, tu lui remets 50 000, c'est lui qui, dès qu'il sort de ton portail, il commence à envoyer le sang dessus, le sang de Jésus, machin. Mais si c'était le sang de Jésus, il fallait demander à Jésus de te donner les 50 000. Pourquoi tu veux fatiguer les gens? Vous voulez l'argent des gens, mais c'est vous qui traitez les gens de sorciers. L'argent n'a pas la sorcellerie. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment, pour dissocier les deux, ça ne tient à pas à grand chose. Comment on appelle ça? Dans nos rites et cultures, en fait, on était, pour atteindre la gloire, le rituel avait des étapes, en fait. Pour atteindre une certaine gloire, une certaine prestance ou bien un certain niveau, il fallait gravir les échelons. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse dans le monde, si je peux me permettre de dire, de la secte. On te donne la gloire tout de suite et au fur et à mesure, tu gravis les échelons en montant ou en descendant. C'est ça. C'est là où les choses se sont inversées par rapport à nos rites et cultures. Aujourd'hui, pour raison pour laquelle, quand tu dis, on a peur maintenant de laisser un oncle, notre enfant chez un oncle. Parce que, mais l'oncle, il est d'abord rentré dans les trucs bizarres pour avoir tout de suite la gloire, et dedans, dans sa gloire-là, lui-même, il sait les sacrifices qu'il a à faire pour maintenir cette gloire-là au top. Mais dans nos rites, il fallait d'abord gravir des échelons avant d'atteindre cette gloire-là. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je suis bien d'accord avec vous, monsieur André. André, vous n'êtes pas si vieux, tu n'es pas si vieux que ça. Mais effectivement, je suis bien d'accord. Parce que moi, je suis ici au Djembe. Pourquoi tu es connu la maman? Moi, je suis pas vieux. Je parle d'André, je parle d'André. Oh, le grand frère, c'est qu'il a fait ça. Comment tu es pas vieux, hein? Ah non, monsieur Révélation, ça c'est le père. Je parlais à André. Je suis bien d'accord avec lui lorsqu'il dit, et c'est vrai de toute manière. Pardon, maman, si t'as pas pu créer les problèmes ici, personne n'est vieux, tout le monde est jeune. C'est moi la vieille, ça me la tête, et mon cœur est ouvert. Monsieur Révélation, c'est le père. En tout cas, dans nos traditions, on devait gravir des échelons. C'est ça, parce que moi, je suis initiée au Ndjembe. On commence petit et au fur et à mesure, on grandit, on acquiert forcément un savoir, une certaine maîtrise avant de finir Ngwevilo. Mais même, et ce que j'explique, c'est-à-dire que tous ces mots qu'on observe à l'échelle nationale, mais se répercutent même au plus profond de nos petites cellules, même dans nos petites initiations, enfin, nos petites, c'est pas un bon mot, mais même au niveau de nos traditions, de nos initiations. Tu as quelqu'un qui rentre au Djembe aujourd'hui, qui va rentrer là en 2021, là en 2021. Aujourd'hui en 2005, elle est déjà arrivée, elle est déjà en Ngwevilo. Elle est déjà loin, parce qu'on cherche beaucoup, parce qu'on ne peut plus attendre. On ne peut pas, on ne cherche pas le savoir, on cherche la gloire, on cherche à dépasser les autres, on cherche à écraser les autres. Et c'est ça qu'on observe sur le plan national. Notre président de la République en exercice, il a quelle maîtrise? Il a quel savoir? Qu'est-ce qu'il maîtrise de la politique? Qu'est-ce qu'il maîtrise? Je pense que rien. Je pense que ce n'est pas sa place. Et je pense que le Gabon va très mal, est en train d'aller tout simplement droit dans un mur. Parce qu'on ne prend plus le temps
d'apprendre. On ne prend pas le temps d'observer. On ne prend pas le temps de mûrir les idées. On ne prend plus ce temps-là. Et on veut tout de suite. On veut tout de suite. Et sans oublier, bien entendu, la corruption. La corruption des petits billets de banque ici et là, qui traînent par là, l'achat des consciences. On n'a plus de valeur. On n'a plus de valeur. Moi, je pense que le problème de la démocratie, c'est tout simplement parce que les hommes qui nous gouvernent n'ont plus de valeur. N'ont plus de valeur. Et ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur poche, qu'à leur famille. Et ils ne pensent plus et on n'a plus cette notion de patrie. On n'a plus cette notion de comment dire, de nation. C'est soi-même. C'est-à-dire que, et je ramène toujours même sur le plan familial, à la cellule même familiale, qui est la première institution. Mais quand c'est ton enfant, tu veux que ton enfant grimpe. Et c'est l'enfant de qui qu'on vend dans les loges et tout, qu'on sacrifie dans les loges. Ce sont les enfants de qui le plus souvent. Mais c'est l'enfant de la sœur, c'est l'enfant du frère. C'est toujours ça. On est maintenant dans une, on évolue dans une société de plus en plus individualiste. On ne pense plus au sens de la communauté. Et c'est le reproche que je fais à ma communauté Mpongwe. On ne peut pas seulement se lever comme un seul homme pour lorsqu'il s'agit d'affronter ce monsieur Ndong ou je sais pas quoi là. Mais voilà des familles gabonaises. Voilà des familles gabonaises. Ce sont des enfants du pays. Gonche Iyazo. Chez nous. Sur notre terre. Là, les Mpongwe vont dire que on n'est pas concernés. Non, nous sommes concernés. Parce qu'aujourd'hui, c'est derrière l'Assemblée. Demain, ce sera où? Ben, ce sera Glace. Ce sera Olamba, ce sera Louis. Ce sera tout ça. Hein? Et j'en lis beaucoup de commentaires. C'est lui, hein? L'extension de lui, plein Loretti, c'est déjà. Mais oui, je suis bien là. Mais oui. Mais ce sera pire encore. Mais ce sera encore pire. Parce que là, c'est un début. Parce que j'entends là sur plusieurs panels, après ils iront à Cocotier, ils traverseront et tout. Et c'est quoi la suite? On nous a vendu un Libreville 2. On nous a vendu un Libreville 2. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi on va toujours se concentrer là? Et je reviens sur, et je chuterai par là, je vous laisserai, mais la place de notre culture, de cet héritage culturel, aujourd'hui au sein de notre société. Ça ne peut pas se réduire aux simples initiations. Ça ne peut pas se limiter au simple fait que tel veut être président de la République. Ah, il sera reçu dans telle communauté et tout, dans tel village, par tel chef. Ça ne peut pas se réduire à ça. Ça ne peut pas se... Parce que nous avons, quoi que l'on dise, même moi qui suis pour la démocratie, mais quoi que l'on dise, nous avons un héritage. Nous avons une façon de faire. Nous avons des us et coutumes que nous devons toujours respecter, honorer jusqu'à aujourd'hui. Maman, vous n'avez pas bradé l'héritage là depuis là. Moi, je vois que vous avez bradé ça. Hein. Parce que même quand tu regardes le clergé, la Bible nous dit que ils étaient au même endroit, ils partageaient tout ensemble. Au début de ma marche avec les églises dites éveillées, quand un frère se mariait, on mettait une corbeille, on cotisait, on accompagnait le frère. Quand un était en deuil, tout le monde allait là-bas, on allait assister le frère. Aujourd'hui, on délègue les gens pour aller assister un frère. Et parfois, ça dépend. S'il est d'une très bonne famille, le père de l'église, comme on les appelle grossièrement ou abusivement, c'est lui qui va aller prêcher. Sinon, on envoie. Même quand on envoie la fameuse, le groupe de chantres aller là-bas, il faut payer. Tu sais qu'aujourd'hui, même le baptême, après la formation qu'on appelle la catéchèse, comme on faisait à l'époque, quand tu finis, il faut payer. On te dit qu'il faut donner une offrande qui dérange. La communauté de famille, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose que machin. Même vous-même, dans vos temples, et je discute beaucoup, chacun vient pour sa propre famille. Hein. Chacun fait son sacrifice. Comme l'église, on nous dit non, il faut faire une offrande de famille, une offrande de percée familiale. Donc, chaque enfant, tu mets un peu, si c'est 10 000, 10 000, 10 000, c'est selon ta prospérité ou ta prospérité.
Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Même quand ils font maintenant les histoires de la traversée le 30 ou le 31 août, le 31 janvier ou le décembre, là. C'est les familles. Oui, si tu veux que ta famille soit élevée et bénie, il faut miser. Et c'est celui qui mise plus, d'après eux, qui reçoit la grâce et la faveur divine. Ça veut dire qu'on est arrivé au stade où on arrive à monnayer la grâce de Dieu, quoi. Et ça me rappelle une histoire qui est vraie. Je crois que c'est aux États-Unis où quelqu'un a eu la révélation que Dieu l'avait donné quelques titres fonciers du paradis. Et il vend ça. Et il y a des gens qui achètent. Et Martin Luther a écrit les 95 thèses sur les indulgences. Le problème, c'est que nous avons des chrétiens bêtes qui ne font pas des recherches et qui ne lisent pas, qui se contentent d'aller écouter des serments, qui ne les forgent pas, non seulement leur propre caractère, mais aussi leur propre spiritualité. Ils ne grandissent pas devant Dieu et devant les hommes. Ils grandissent devant leurs hommes de Dieu et entre eux. C'est des chrétiens qui se contentent d'eux-mêmes. Je vais être un peu dur ce matin avec ces gens-là. Dans les 95 thèses sur les indulgences, pour ceux qui ont lu et qui pourront aller lire, je ne vais pas tous les citer, il y avait ce qu'ils appelaient des extrêmes onctions. Ça veut dire que les grandes familles, quand quelqu'un mourait et qui n'a pas marché avec Dieu, ou il n'a pas reçu le Seigneur, ou il n'a pas été baptisé, la famille pouvait prendre un bien ou de l'argent, ou un bien pour dire, bon, on va faire l'extrême onction, vous donnez une grosse offrande, c'était une arnaque, pour que l'archevêque ou l'évêque de l'époque priait pour t'enlever des ténèbres et te transférer au paradis. Ça marchait, ça a fait que l'Église catholique a eu énormément de demeures, des machins, ils ont eu énormément d'argent avec ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'Église. Comment comprendre que si Dieu doit te bénir, il y en a qui vont donner 5 000 euros, 10 000 euros. Nous voyons dans les trucs où les pasteurs ont des enveloppes. Une offrande de percée. Tu perces pour aller où? Les autres percent dans les affaires. Les autres créent en Chine. Ils créent de la richesse. Mais toi, tu es dans les percées. Percées de quoi? Percées spirituelles? Mais ça ne veut absolument rien dire. Et ce petit truc-là rend les chrétiens extrêmement paresseux. Parce qu'ils ne font plus rien d'eux-mêmes. Ils pensent que Dieu qui est au ciel a suffisamment du temps pour s'occuper de les bénir eux, parce qu'ils auront donné 5 000, 10 000 euros, contrairement à des gens qui sont dans la sincérité, qui sont dans la vérité, et eux qui exercent l'amour, la paix, et qui utilisent les vertus de Dieu pour faire. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, tout est modéable. Tout a un prix. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à pervertir. C'est-à-dire que même à l'époque de Jésus, où les gens avaient commencé à vendre les bénédictions et les grâces, Jésus lui-même est rentré avec une chicotte, il les a traités de bandes de vipères, et que la maison n'est plus une maison de prière, mais c'est maintenant une maison de brigands où on vend les bénédictions, on vend les prières, où on vend les délivrances, où on vend les baptêmes, où on vend tout. C'est le temps de l'apostasie qui est en train de s'installer. C'est l'apostasie qui s'installe. Comment comprendre des hommes spirituellement et des hommes et des femmes qui sont assis et qui prient puissent aller payer des bénédictions? Et que celui qui viendrait d'un autre pays, du Cameroun, des États-Unis, d'Afrique du Sud, celui-là a suffisamment d'onction, une onction telle que lui, quand il te pose la main, forcément quelque chose se passe. Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Peut-être qu'on doit bien m'expliquer. Est-ce que les Bill Gates et les Arnaud, les gars là, est-ce qu'ils sont rentrés là-dedans? Nous sommes aujourd'hui dans la manipulation de la chose spirituelle. Et nous sommes là pour indiquer les gens qui se laissent embarquer dans tout et n'importe quoi. Quand mon frère Yeba, Maître Yeba, fait des conférences sur le droit des citoyens pour pouvoir indiquer les gens les voies à suivre, tu regardes le panel, personne n'est là. Pourquoi? Parce que les choses qui concernent leur propre vie, ça ne les concerne pas. Mais quand ils se retrouvent en difficulté,
C'est eux qui viennent maintenant poser, oh, mais il est où? Pourquoi, machin? On doit vous expliquer tout, on doit vous expliquer. Vous ne faites jamais l'effort de qui voulait monter? Qui. Vous ne faites jamais l'effort de faire les choses de manière honnête, quoi. Et c'est ça qui rend triste. On est capable de vous entraîner à donner des sommes incroyables. C'est-à-dire que ton père, tu ne l'as jamais donné 1000 euros. Celui qui t'a poussé dans les études, tu es venu peut-être en Occident, tu as été diplômé, on t'a soutenu. Tu rentres au pays parce qu'il paraît-il, tu as embrassé la foi. Ton papa est retraité, c'est dur. C'est toi qui payes le spit qui donne au pasteur. C'est toi qui cotise, qui paye la voiture du pasteur. C'est toi qui prends ton argent. Tu prends 1000 euros parce que tu vas être béni, tu donnes. Ton père qui a investi sur toi, tu oublies. Tu crois que tu vas aller où avec ça? Tu peux aller où avec ça? Avec ce comportement de rampant. Tu vas aller où? Et beaucoup ne comprennent pas leur vie. Ils deviennent enfermés dans ce truc-là. Parce qu'on est toujours à la quête des choses, parfois qu'on possède. Parce qu'on les possède, il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on les possède, beaucoup pensent qu'ils ils doivent forcément aller donner de l'argent quelque part pour recevoir quelque chose. Alors qu'on n'a pas vocation à ça. Donc, même dans les milieux dits... Ah non, c'est bon, je vais prendre une glace là. Dans les milieux dits traditionnels, on a encore... On a encore ce petit truc-là où on est capable de se laisser divertir. Je parlais tout à l'heure des traditions. On voit un Ali Bongo qui va prendre des trucs, on voit un autre qui va prendre des trucs. Chacun, on est capable de lui donner des choses, parfois qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas, à cause de l'argent. Il y a quelqu'un qui est monté là. Je vous donne la parole, monsieur ou madame. Ouvrez votre micro. Il a dit qu'il a en pause, il prenait une glace. Quand son micro reste ouvert, il dit je prends une glace. André, tu va bien. Je ne sais pas si j'ai mis du temps, mais c'est terrible. Hein. Je ne sais pas quelle est l'analyse que tu fais de toutes ces manipulations-là. C'est extraordinaire. Et tu vois, moi, le problème, c'est que les chrétiens m'attaquent. Ils m'attaquent à cause de ça. J'ai arrêté de faire parce que maintenant, quand j'arrivais dans une église, même un dimanche, c'est lui-là qui insulte les pasteurs. Mais j'ai pas besoin d'insulter. Le premier insulteur, c'était Jésus. Il vous a bien insulté dans l'église. Ça ne vous a pas dérangé. C'est écrit, vous le lisez tous les jours. Je pense que il faut que le peuple africain sorte de tous les mécanismes dans lesquels ils ont été endoctrinés. Parce que certains pensent qu'ils sont libres. La liberté, c'est quelque chose d'immense. C'est pas quelque chose qui est abstrait. Mais le grand, voilà, tu sais, moi, je ne sais pas si c'est une vague, cette vague-là coïncide avec l'ère du Verseau, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles aujourd'hui on essaye de se réveiller. On essaye aujourd'hui de fouiller. Après, on va pas dire qu'on est des paresseux intellectuels, sauf que notre intellect a été mal orienté. Jusqu'à présent, on se rend compte que notre intellect a été sciemment orienté vers autre chose, mais sur le véritable savoir. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends tellement de choses que je me dis, mais waouh! Mais aujourd'hui, je repose mes connaissances et mon savoir sur quoi exactement? Allons-y, tout bêtement, on va dans les histoires des 5e, 6e siècle, les trucs comme ça. Là. Quand on parle de la venue des religions, d'abord de leur création et de la venue des religions, donc là, je parle précisément de l'Afrique noire, hein, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. On dit bien, sans les lumières du passé, le présent et le futur ne seront que pur mensonge. Il dit,
Et on se rend compte que ce sont des éléments, certes, qui ont été créés, d'accord? On nous a imposé ces choses-là par la force. Attention. Ce sont des choses qu'on nous a imposées par la crainte de Dieu, la crainte de Dieu par la religion chrétienne ou musulmane, nous a été imposée par la force. Quand je dis la force ici, c'est la violence qui va avec, et la violence la plus cruelle. Je suis allé, je ne sais pas si tu es déjà allé dans le sud, comment on appelle ça, le château de Carcassonne. Je connais la zone, ouais. Non, je te jure que fais un voyage. Un jour où tu passes, arrête-toi dans le château de Carcassonne. Mais tu vas voir l'histoire, les histoires horribles. C'est carrément à Carcassonne où on inventait les outils de torture, papa. Les outils, mais j'ai vu les outils en live et après ils te reproduisent ça, ils te montrent les exemples de torture. Et c'était des outils propres, on te dit bien entre guillemets, aux prêtres. Il y avait que soit le prêtre, soit en tout cas un proche du prêtre qui pouvait utiliser ces éléments-là pour torturer. Tu dis, mais attends. Et quand tu vois ça, tu prends ça, tu essaies d'imager ça, cette méthode qu'on utilisait même déjà ici, tu imagines ça encore là-bas, chez nous, en Afrique noire, où c'était 2 fois pire. Parce que là-bas, c'était sans considération de l'être humain que nous pouvons être. On n'avait pas de considération pour nos ancêtres. Jusqu'à présent, ça se voit de toutes les façons qu'on n'a aucune considération pour nous. Quel que soit le rang et le statut social que nous avons. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que, par la violence par laquelle les choses sont rentrées, par le fait que ces religions-là viennent annihiler nos cultures, faire en sorte que nous sommes tout simplement perdus. Moi, je pense, on est perdus, on est déracinés, et avec tout le désordre qui rentre de corruption, etc., dans le milieu, on est, je sais pas quoi dire, hein. Mais moi, franchement, j'apprends de jour en jour sur ces choses-là. Je suis terrifié, en fait. Je me dis waouh, quoi. Je me dis waouh. Donc oui, tu as raison de te poser des questions par rapport à la religion, par rapport à comment la religion va venir surpasser nos traditions et nos cultures. Mais c'est la méthode avec laquelle elles sont venues, elles nous ont été imposées. Ce sont ces méthodes-là. Et jusqu'à présent, je pense que les générations de nos grands-parents nous ont transmis dans le sang le traumatisme de cette transmission de religion, en fait. On nous apprend maintenant à craindre par la parole, mais avant on craignait par la perte de la vie. Par la perte de la vie. Et on nous maintient dedans. Moi, je pense que c'est ça. On est ensemble mal barré avec ça, quoi. C'est-à-dire que, vu comment les choses avancent, malgré le fait que, sur le plan de la connaissance, nous sommes dans un millénaire où la connaissance augmente, mais elle augmente pour qui? Puisque aujourd'hui, on peut facilement avoir tous les manuels dans son téléphone. Avant, il fallait aller en bibliothèque, il fallait commander. Parfois, tu commandes un livre, il est dématérialisé déjà. Tu peux même lire un livre en audio, tranquillement. Donc, la connaissance, elle est accessible, elle est là. Mais elle est là pour qui? Et comment on doit pouvoir inverser aujourd'hui tous ces systèmes qui ont été mis en place? Ce n'est que la paresse qui continue à se traduire au travers, surtout nous les Africains, la méconnaissance de qui nous sommes. Parce qu'il y a aussi un problème identitaire dans tout cela. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne erres pas. J'expliquais dans un live ici
un peu une des études de Stephen Covey, qui a écrit plusieurs ouvrages et il y a dans un de ses livres, il parle de 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et il y a 2 versions qui sont là, 2 éditions magnifiques. Je conseille ça aux gens. Et il dit, voilà un citoyen, un monsieur, qui part d'un pays, qui arrive à Paris. Il a la carte de Paris, comme on avait les anciennes cartes dépliants là. Et en fait, c'est écrit Paris, mais c'est la carte de Bruxelles. Et il commence à le consulter, il a du mal. Pourquoi? Parce que la carte ne correspond pas à la ville où il est. L'imprimeur il avait imprimé la ville par exemple, la ville de Marseille, mais il a écrit Paris dessus. Donc, il est resté là, perdu du temps. Quand tu sais où tu pars et que tu as des bonnes indications, ça te facilite. Nous avons de mauvais repères. Nous sommes ce peu. La carte ne correspond pas à la ville, même si c'est écrit Libreville dessus. On pure. Mais quand il faut parler des choses sérieuses, on banalise. Nous avons eu, entre 2023 et le 12, là, nous avons eu la possibilité de faire changer des choses. En tout et pour tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'égocentrisme, l'égoïsme, l'avidité de l'argent, avoir l'argent vite fait, la négligence et la paresse intellectuelle a conduit même parmi les meilleurs d'entre nous, diplômés, à s'allonger. On a eu une catastrophe, un dialogue qui a été bâclé. C'était déjà le départ. Suivi d'une transition complètement... c'était véritablement une porte, un boulevard pour pouvoir reformer ce pays. D'autres se sont assis. Ils se sont assis à côté de toujours leur mesquinerie. À cause d'une voiture, à cause d'une nomination, ils ont tout oublié. On est rentré dans une loi qui doit gérer notre pays, peut-être pour l'éternité, la Constitution. On l'a bien vu qu'elle était calquée pour un individu. Les gens ont dit, on s'en fout. Il nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés, il n'avait qu'à écrire tout ce qu'il veut. On préfère subir ça que de subir Sylvia et tout le reste. Quand on a tous chanté en chœur, chassons le PDG. C'est le PDG qui dit qu'il soutient Oligui et ils vont faire la campagne avec Oligui. Mais Oligui fait mieux encore. C'est qu'il prend un ancien directeur de campagne d'Ali Bongo qu'il nomme comme directeur de campagne pour cette présidentielle, accompagné par le PDG comme soutien. Et dans son gouvernement, les 3/4 des gens de son gouvernement et des gens qui ont des postes, des postes stratégiques dans certaines entités, c'est tous des PDGistes. Et quand on finit l'élection, même pas un mois, il prend la personne à qui il a dit que c'est lui qui a causé le coup d'État, donc Sylvia et tout le reste. Il laisse rentrer un chef d'État étranger avec son avion ici, qui vient les prendre et les amène à l'Occident. Et on est là à gare. Et on se dit, on normalise ça. Ça me tue. J'ai arrêté de parler parce que après je me suis dit, est-ce que tu ne vas pas te taper un AVC ou encore une dépression parce que tu essaies de rentrer dans la psychologie? Non, ça c'est l'attention, Attention, tu essaies de rentrer dans la psychologie clinique de ces gens. Ouais. Moi, tu sais, sans vouloir te couper, il y a une question qui est restée en suspens sur 2-3 panels là où j'ai posé cette question-là.
Je veux comprendre. Moi, j'ai dit juste, je veux comprendre. Les gens, ils sont là, ils parlent. Politique, politique. Ils parlent, c'est monté, c'est descendu. Oh, politique. J'ai dit, s'il vous plaît, les gars. Et là, je peux même me permettre de te reposer même la même question. Très honnêtement et très franchement. Là, la majorité des gens qui sont sur le panel peut-être ne sont plus là à éveiller. Mais quelle est l'idéologie politique? Tu m'entends? Ah oui, là, je t'entends, c'est bon. Ah, Bruno est là. Donc, Bruno est là, relation est là, 3%, je ne sais pas si tu es là. Mais quelle est l'idéologie? Honnêtement, c'est-à-dire que relation, Bruno, sortez du contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui, donc l'Occident. Mais quelle est l'idéologie politique qui vous anime et que vous souhaitez défendre et que vous défendez aujourd'hui en excluant le contexte social dans lequel vous vivez aujourd'hui? Surtout l'idéologie politique pour le Gabon. J'ai posé cette question-là. Personne ne m'a répondu. On n'a pas d'idéologie politique. Mais André, moi je peux te donner peut-être un avis parce que on ne va pas réinventer la glace et la roue. Et il y a un deuxième point, c'est que l'homme est le résultat de son environnement. Moi, si l'environnement dans lequel je vis, il y a un certain nombre de mécanismes qui me permettent de m'émouvoir spirituellement, socialement et tout le reste, mais je le veux aussi pour mon pays parce que il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas avoir, à quelques mesures près, on ne va pas faire du copier-coller, mais il y a des choses à prendre ici, il y a des choses à prendre. Bruno qui est au Canada, l'autre est là, l'autre est bon. Sur le plan académique, quel est le modèle que nous voulons prendre? Nous pouvons réfléchir pour prendre. Il y a des pays en Occident qui sont académiquement. Qu'est-ce que nous pouvons prendre sur le modèle financier? On peut choisir, par exemple, au Canada, qui a une bonne gestion sur l'économie. On peut faire comme ça, prendre de bout en bout quelques exemples pour essayer d'amener. On ne va pas réinventer la roue. Nous ne sommes pas de dire que nous allons réinventer politiquement le Gabon. Mais c'est la somme de chacun de nos expériences, de nos acquis, de nos savoir-être et nos savoir-faire. Et là, je vais chuter en te disant, André, avec la connaissance que tu as, avec la connaissance que tu as, par exemple, sur comment une administration fonctionne ou une mairie, pour avoir été dans des mairies ici en France ou je ne sais pas dans le pays dans lequel tu es. Mais aujourd'hui, tu es capable de souffler un modèle de gestion d'une mairie ou d'une administration parce que tu as vu comment les autres font et ainsi de suite. Là, tu as fait la différence. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, on est dans le on va dire, c'est-à-dire que le mécanisme a été mis en place, boum, il a été enclenché, donc logique. Les choses bougent en fonction du mécanisme qui a été mis en place. Mais sur la base de quelle idéologie? Mais non, moi je dis, on exclut l'environnement dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de me battre pour un Gabon meilleur? Moi, l'idéologie politique que je mettrais devant pour un Gabon meilleur, c'est le pouvoir au peuple. Et si je peux en donner un deuxième, la transparence. Idéologie politique, je ne sais pas si c'est bon, là, l'idéologie politique et le pouvoir au peuple, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que le peuple doit être le propriétaire de tout ce que gère l'État, en fait. L'État, ce qui se passe au Gabon, c'est que l'État n'est pas redevable au peuple, il s'en fout du peuple. Donc, moi, dans l'idéologie politique que j'irais, c'est justement où le pouvoir est au peuple. En excluant justement où je vis, en excluant la terre, c'est à nous, le territoire est à nous, c'est à nous de décider qui on veut devant. Et puis si au bout de, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que la démocratie est peut-être quelque chose de bien? Si le pouvoir est au peuple, s'il décide que lui aujourd'hui, après 3 mois, il dit que le gars là, on vote, on fait un référendum, mais le gars n'est pas bon, le gars est pas bon, il bouge. C'est-à-dire que le prochain qui va venir là, il sait que si je veux faire plus de 3 mois, faut que je satisfasse, que je rende satisfaction, que je rende satisfaction au propriétaire du territoire. C'est ce que je mettrais en avant, la transparence également. Tout est transparent. On te voit, on sait où tu vas, on te donne de l'argent, tac, on paye parce que c'est l'argent de la gestion du peuple, de l'habitant.
Donc c'est vraiment pour gérer, mais c'est l'État qui est redevable. C'est l'idéologie que je mettrai en avant. Et par exemple, Carney, ici le Premier ministre, bon, quand Trump, ben, tout de suite il y a eu un effet patriotique de mettre le Canada en avant, mais Carney est parti dire à Trump dans le bureau ovale que les propriétaires du Canada ont dit que le Canada n'était pas à vendre. Il n'a pas dit moi gestionnaire du Canada, je dis que le Canada n'est pas à vendre. Non, il a dit mais les propriétaires du Canada ont dit que pas à vendre, que le Canada ne deviendrait pas le 51e État des États-Unis au nom du peuple. Donc c'est vraiment cette idéologie-là que je mettrais en avant si je peux répondre à ta question. Transparence, et la transparence, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit rien, on sait pas qui casse, qui a été indemnisé, qui a été machin. Donc transparence égale / justice, dans le sens où bon, mais il est redevable parce qu'il est transparent. On a vu qu'est-ce qu'il a fait du n'importe quoi. Allez, 3 mois tu dégages. Et c'est nous le peuple qui décidons que ben lui, il dégage. C'est pas le conseil des ministres qui sont copains en haut, non, c'est nous qui décidons. C'est ce que je mettrais comme idéologie, parce que la Terre nous appartient, on est tous là dans le même espace. Si je peux Non, dire ta question. tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on va sur le principe de la justice équitable pour tous. Comment on appelle ça? La parité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune disparité dans la gestion, publique, etc. On va l'équité pour tout le monde. Mais, malheureusement, ça, c'est encore par rapport au modèle de certaines civilisations. C'est en regardant le modèle de certaines civilisations que nous voyons aujourd'hui, les civilisations modernes, évoluées, etc., qu'on essaye de vouloir calquer cette idéologie-là pour nous. Moi, je parle particulièrement pour nous qui sommes Gabonais. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la force d'aller défendre ça maintenant sur le terrain? Parce que les gens sont corrompus, en fait. Ils vont aller avec une idéologie, on va te mettre l'argent dans la poche, tu vas changer d'avis. Donc, on n'a pas cette fibre-là idéologique de défendre nos principes et nos valeurs sur l'idéologie politique même que nous souhaitons pour notre pays. On n'a pas ça. Et c'est là que réside toute la faiblesse. Et c'est là que les manipulateurs jouent avec nous. Je pense qu'il a fait propos. C'est sûr qu'il nous empêche toute idéologie, même politique, que tu devrais, si on veut s'atteler au Gabon, parce que ça pourrait être une idéologie politique basée sur une gestion, bon, si on veut revenir à la culture, mais je sais pas, ça peut être une gestion peut-être par communauté, ça peut être quelque chose dans ce sens-là, quoi. Mais je pense que ce qui tue aussi le développement de l'idéologie politique, c'est parce que le terrain n'est pas favorable à ça. Je veux dire, si moi, dans un sens, j'ai pas toujours voulu rentrer au Gabon, c'est parce que j'ai une forte tête, et puis bon, j'aime pas les monsieur le directeur, monsieur le ceci, monsieur le cela, aller grignoter, aller me courber les pattes et tout. Donc, j'aurais peut-être été en prison parce que j'aurais une grande gueule pour défendre ce truc politique. Donc, c'est ce qui est dommage. Comment même développer d'abord une idéologie, comme tu dis, sur le terrain, si c'est pas possible de le faire parce qu'on peut pas on peut pas le faire, quoi. Mais le peuple ne va pas nous accompagner. Je veux dire, si on parle justement des gens qui doivent accompagner notre idéologie politique, le jour où on va se retrouver devant les autorités, il n'y a personne qui va être là pour nous aider, malheureusement. Bon, peut-être qu'il faut mûrir, peut-être qu'il faut grossir ce groupe derrière une idéologie politique, mais je pense que si on pêche aussi le développement des idéologies politiques, c'est le terrain, en fait, justement. C'est justement ce terrain-là, en fait, qui nous empêche de développer nos idéologies politiques si on considère le Gabon. Parce qu'au Canada, tu vas pas aller en prison parce que tu es contre le ministre. Donc, il y a peut-être cette façon-là de gérer, comme tu disais, bon, au 5e, 6e siècle, il y avait la torture pour séquestrer les gens. Bon. Est-ce qu'il faut taper sur les gens? Est-ce que même le peuple est capable de se gérer? Peut-être que moi, l'idéologie que je dis du peuple qui est souverain, bon, peut-être c'est pas bon, en fait. Peut-être qu'il faut qu'il y ait justement un monarque, quelque part qui nous dirige, mais effectivement, ce que tu dis sur le terrain, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'en considérant le Gabon, c'est difficile de développer une bonne idéologie, je crois, politique, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je peux donner mon avis. En fait, Oui, bon, voilà. il y a ce qu'on appelle le changement des paradigmes. D'accord? Comment il est plus facile d'apprendre que de désapprendre. Et
il y a des choses, des mécanismes qu'il faut mettre en place. Par exemple, au Gabon, la notion de détournement de fonds, la notion d'être à l'heure au travail, il faut juste mettre comme ici des mécanismes. Tu es payé à l'heure, tu viens faire 1 heure. Tu es mort toi-même, c'est pas le problème de l'employé. Tu as un chef, lui aussi, qui est assujetti. Je travaillais dans les sociétés du 440. Payer ça, par exemple, tu as un directeur de la production, s'il doit commencer à 4 heures du matin, c'est pas le gars qui va venir à 9 heures, il est là à 4 heures du matin, il partage le café avec tout le monde à la salle de pause, avant de commencer le boulot. Tu ne cherches pas à courir, l'appeler monsieur Tartapian, il s'appelle Laurent, tu l'appelles Laurent, c'est comme ça. On casse certaines barrières. La seule barrière qu'on ne casse pas, c'est celui du respect. Il ne te manque pas de respect, tu ne manques pas de respect. Il t'appelle André, tu l'appelles Laurent. Donc il y a dans la société gabonaise, il faut créer de nouveaux paradigmes, des réflexes. Il faut aussi que on mette des systèmes en place, par exemple, pour casser le clientélisme. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu vas à la mairie, tu mets déjà 2000 ou 1000 francs de côté pour que ton dossier avance vite. Pour que ton enfant ait la bourse, tout au Gabon est achetable. Pourquoi? Parce que celui qui a la tête n'a pas fait d'effort. Nous avons cru, quand il a dit, je crois le 5 ou le 7 septembre, que les consanguins, les copains et les coquins, tout cela s'arrête. Mais est-ce qu'il a réfléchi sur les mécanismes pour arrêter ça? Non, c'était juste des paroles. Donc, c'est beaucoup plus profond. On peut créer une autre société. Et puis, il y a un deuxième point. Aujourd'hui, nous avons un pays comme le Rwanda qui a traversé quand même quelque chose de très grave, une guerre civile. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a compris qu'il y avait tellement des boîtes de résonance. Et celle qui perturbait le plus, c'était l'église. Il a fermé toutes les églises. Chacun vit sa spiritualité chez lui. D'ailleurs, c'est pas la Bible qui dit que enferme-toi dans ta chambre, prie le Seigneur, Dieu, et il entendra ta prière. Il a fermé. À partir de ce moment, il a mis le peuple au travail. Les Gabonais ne travaillent pas. C'est pas qu'ils aiment pas travailler. Mais on les a habitués à une paresse. Regarde actuellement. On nous vend, on nous dit tout ce qu'on veut là. C'est pourquoi. Aujourd'hui, André arrive au Gabon, on est ensemble et tout. Ah oui, mais quand M. Oligui va poser la question, oui André, mais qu'est-ce que tu penses de Bruno et tout? Machin. Ah non, lui c'est un récalcitrant, tu as vu, moi on a ce truc-là où on doit toujours, pour avoir de la place, il faut forcément enterrer l'autre vivant. Et ça, c'est des comportements. La gestion du pays est là. Ça Je peux illustrer, mon grand, juste avec ce que tu as dit. J'illustre après. Vas-y. J'ai fait les, comment on appelle ça, les stages quand j'étais au lycée. Je faisais des stages à une société au Gabon, Diesel Gabon précisément. On a appelé le directeur, le PDG appelle le chef du personnel. Il dit que bon, les 2 dernières années, on a fait un bon chiffre. Je souhaiterais faire une augmentation de salaire à tous les employés. Le chef du personnel, le grand relation, il dit, oh mais monsieur, pourquoi faire une augmentation? Ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ça ne sert à rien. Moi je pense qu'il faut que vous gardez votre argent pour faire des économies, pour mieux agrandir la société. Donc le gars, il allait sacrifier son personnel devant le blanc. Et à la fin, comme j'ai une frangine qui est responsable, là-bas, il dit, vous voyez, on appelait le chef de personnel, il allait tous vous vendre. Et le blanc dit, vous voyez, c'est ça. Voilà le comportement de vos frangins. Ils vous enterrent vivant là, seul. C'est pitoyable, hein. C'est pareil aujourd'hui, hein, je te dirais, André, parce que même ceux qui sont actuellement aux affaires, je pense qu'ils diront que ah, oui, non, mais nous on est mieux que les autres. Eux, ils ont mal géré le pays à l'époque. Nous on est la nouvelle team, comme la Young Team. Tu vois, c'est encore ceux qui se répètent et ceux qu'on n'a pas, ceux qui n'est pas compris parce qu'ils se pensent meilleurs que les autres. Ils se pensent meilleurs que les Ali. Ils reprennent les projets d'Ali
en tout, quoi. En tout, quoi. Donc je pense que c'est un peu ça il y a aussi ça qui est là. Les élites aussi aujourd'hui au pouvoir, c'est pareil. Ils disent que c'est les autres. Ils cassent du sucre sur les anciens qui étaient là. Sur les anciens, ouais, sur les autres, ouais. C'est comme ça qu'ils essayent de s'assurer une survie, une pseudo-survie. C'est de casser le sucre sur le dos des autres. Personne ne doit évoluer devant moi. C'est quand même pathétique, hein. Mais je disais en vrai, Incroyable. moi, des paradigmes consistent à mettre des mécanismes pour isoler les comportements